À partir de quel moment un manga peut être qualifié de légendaire? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Ou alors je suis sûr qu'au moins une fois sur Twitter, vous avez qualifié un manga de légendaire. Mais quand et quelle œuvre peut-on réellement qualifier de légendaire? Eh bien moi j'ai une petite idée. Pour moi un manga légendaire est avant tout un manga qui a marqué sa génération et celle des générations futures. Pour moi c'est aussi un manga qui a marqué son média, l'a popularisé et qui l'a révolutionné. On peut par exemple citer Astro le petit robot de Tezuka, Dragon Ball de Toriyama, Akira ou encore plus récemment Slam Dunk dans les mangas de sport. Mais vous allez voir à travers cette vidéo à quel point Ashita no Joe est un manga légendaire qui a une influence juste stratosphérique dans les mangas et même au-delà des mangas. Parce que ça va très loin et vous allez aussi voir à quel point ce manga a été un game changer dans le monde et l'univers des mangas et qu'il y a eu un réel avant et après Ashita no Joe. Pour commencer, Ashita no Joe est un shonen mais qui se rapproche énormément du seinen. D'ailleurs, il a popularisé le genre Gekiga dans ces années-là. Il est sorti au Japon en 1968 chez la célèbre maison d'édition Kodansha au Japon. Et il a été prépublié dans le Shukan Shunen Magazine. Et il a été terminé en 1973. Et vous allez voir pourquoi la série a été stoppée prématurément, juste après. Et je suis sûr que vous n'imaginez même pas c'est quoi. Bref, au Japon la série compile 20 tomes et la série a été éditée en France chez Glénat depuis 2010. Et les tomes sont beaucoup plus épais que le Japon, donc la série compile 13 tomes, qui coûtent chacun 10,75 €. L'œuvre s'est vendue à peu près plus de 16 millions de copies au Japon. Le manga a été adapté 2 fois en animé, la première fois en 1970 avec 79 épisodes, mais ça n'a pas été diffusé en France. Par contre, en 1980, il y a eu un nouvel animé de 47 épisodes et seulement 26 ont été diffusés en France, sur la 5 en 1991 sous le titre de Joe 2. Mais il y a aussi eu 2 films d'animation et de nombreux jeux vidéo. À l'occasion du 50e anniversaire de la série, TMS Entertainment a produit un animé nommé Megalobox. La série reçoit le prix spécial du prix Culture Osamu Tezuka en 2018. Bref, l'auteur de la série se nomme Iki Kajiwara et il utilise également un pseudonyme du nom de Asao Takamori. Il est né le 4 septembre 1936 à Kitakyushu et il est mort le 21 janvier 1987 à seulement 50 ans. Le dessinateur de la série est quant à lui Tetsuya Shiba. Il est né le 11 janvier 1939 à Tsukiji et il a donc 83 ans. Il est le frère aîné de Akio Shiba, un autre dessinateur. Et il a notamment gagné énormément de récompenses, dont le prix spécial pour la commémoration des 100 ans de la Kodansha en 2009. Joe Yabuki est un enfant de la rue, un orphelin, bagarreur, qui est régulièrement en conflit avec les autorités. À peine arrive-t-il dans un bidonville que ses frasques éveillent la curiosité et l'intérêt du Danpei, un ancien boxeur devenu alcoolique. Ce dernier, conscient de l'incroyable potentiel du jeune homme, rêve d'en faire le plus grand boxeur de l'histoire. Malheureusement, l'intéressé semble plus que jamais attaché à son indépendance et Danpei comprend qu'il va devoir gagner sa confiance. L'édition est sobre, mais pas très belle. Mais le papier est d'une excellente qualité. Malheureusement, la cover cartonnée n'est pas attractive et ne donne pas envie de s'intéresser à l'histoire, bien qu'elle se veut assez vintage pour montrer l'ancienneté et en même temps un certain aspect culte de l'œuvre. Ensuite, le titre du manga, donc Ashita no Joe, signifie concrètement le lendemain de Joe, qui montre le futur et ce talent de Joe dans la boxe, qui va le sauver de la délinquance, mais il peut avoir aussi une autre métaphore et interprétation à ce titre, qui est elle beaucoup plus d'actualité, puisqu'elle peut montrer l'impact et l'héritage que cette œuvre et que l'auteur et le dessinateur ont laissé. Donc le lendemain de Joe peut aussi signifier le lendemain des mangas. Avant de commencer la lecture, on a déjà une petite citation de l'auteur, très intéressante et qui permet d'en apprendre plus sur l'auteur et sa façon de penser. Je cite, « Je n'aime pas représenter le sang dans mes mangas. Jusqu'à présent, j'ai fait tout mon possible pour éviter d'en dessiner. Cependant, il ne peut en aller de même pour Ashita no Joe. Car cette histoire raconte les combats d'hommes, de chair et de sang. Des hommes qui vivent d'insultes, de cris et de coups. C'est pourquoi aujourd'hui, encore, je vais faire jaillir le sang de mes crayons et de mes pinceaux pour en teinter mes pages, pour donner un coup à ces hommes acharnés qui suivent avec ardeur le fil de leur vie. » Pour commencer, le dessin est très old school, mais il est plutôt beau pour l'époque. Après, oui, et c'est quasi certain, au début, ça va en rebuter plus d'un. Mais je vous promets que si vous passez au-dessus de cela et que vous prenez un temps d'adaptation, vous allez les apprécier.
Parce que ouais, il est peut-être pas aussi détaillé et incroyable que ce qu'on peut voir maintenant, mais il reste très agréable. Bref, une fois cette première impression partie, on peut s'intéresser aux premières pages, et elles sont très intéressantes. L'auteur nous montre le parallèle entre la richesse et le niveau de vie élevé des habitants de Tokyo et du centre de la capitale. Et on voit aussi sa réurbanisation, car elle sort des JO, ce qui a dynamisé la ville. Elle paraît plus contemporaine, mais il représente aussi la ville de Tokyo, dans les voies plus sombres et moins touristiques, avec son lot de pauvreté et même de dangerosité, et qui parle de vrais problèmes et de la vraie vie, en dehors de la luxure qu'il a pu nous montrer juste avant. À travers cela, on voit les luttes des classes sociales qui est dénoncée par l'auteur. On voit aussi que l'auteur n'est pas neutre politiquement parlant. On capte très bien l'endroit dans lequel on est emmené par l'auteur, car il utilise un vocabulaire très négatif. Il montre énormément le décor pour constituer bien l'endroit et le milieu social de la population. À travers les différents thèmes abordés, l'auteur nous parle de la dureté de la vie. À cette période où, quelques années après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et en pleine période de guerre froide, il faut tout reconstruire, alors que les conséquences financières de la guerre sont présentes. Ce manga est donc totalement un reflet de la société japonaise avec ses difficultés. L'auteur dénonce ce système et la difficulté de vivre et même de survivre, mais aussi l'aspect sombre de la vie des personnes et de la morosité de la société. L'auteur a donc à cœur de dénoncer l'injustice très présente dans cette société où l'argent régit tout et où sans celle-ci, on est résigné à survivre et non pas à vivre. Cette œuvre est donc clairement le reflet de son époque avec ses vices et ses difficultés. Et ce qui est fort avec Ashita no Joe, c'est que les thèmes évoqués et dénoncés sont encore d'actualité, alors que rappelons, il date de 1968. On va passer désormais au dessin et on abordera le côté scénario et influence après. Pour commencer, le dessin peut paraître loin de vos standards habituels, mais s'il vous plaît, ne vous attardez pas dessus, vous allez même commencer à les apprécier. Bien qu'ils soient très simplistes, ils sont vivants, l'ancrage est propre, le découpage est un peu particulier de ce qu'on a l'habitude de voir, il est plus fourni, parce qu'il y a plus de cases dans les planches que d'habitude. Mais il reste bon, avec un aspect cinématographique. Tout s'enchaîne et il y a un fil conducteur entre les cases, ce qui fluidifie énormément la lecture et ce qui la rend claire et compréhensible. Les plans utilisés ne sont pas réinventés. Ce sont les quelques mêmes qui se répètent, mais ils sont toujours très bien adaptés aux différentes situations. Par contre, les angles de vue, eux, sont très variés et rythment le manga et sa mise en page. La pagination n'est pas incroyable, et ce n'est pas le premier élément qui donne une dynamique à la lecture. Les visages et les chara-design des personnages sont très cartoonesques. Ils sont vraiment forts avec de gros volumes, de gros nez, des têtes très géométriques, etc. Et ils stéréotypent les personnages physiquement. En fait, leur caractère traduit vraiment leur physique. Les vêtements des personnages sont aussi dans le jus de l'époque et ça donne du charme au dessin et au chara-design. Les proportions, que ce soit les visages, le décor, etc., elles sont toutes très bien acquises par le dessinateur. Le crayonné et les traits du dessinateur sont grossiers, mais le dessin colle bien à l'histoire et à cette période remplie de difficultés sociaux et économiques, qui sont traduites par le trait incertain et brouillon du dessinateur. Le dessinateur se donne à fond dans l'intensité des combats, ce qui renforce la violence, car avant il n'y avait pas autant de censure ou de restrictions de la part des éditeurs, donc le dessin était plus libre. Il représente aussi parfaitement les corps meurtris. Shiba utilise des traits appuyés pour le sang, les égratignures ou les blessures, ce qui rend la violence des coups encore plus grande. Les points ici sont de vraies armes à part entière, et où chaque coup peut être fatal. Et c'est ce qui fait l'essence de Ashita no Joe, c'est de montrer et de parler de la vraie boxe, même avec sa part plus sombre. Pour montrer l'intensité, la puissance d'un personnage ou d'une action, le dessinateur aime bien faire sortir les personnages de la case, pour montrer qu'ils sont encore plus grands et plus forts que le média, qui est la planche, à tel point qu'il le dépasse. Pour montrer les efforts que Joe fournit et la vitesse à laquelle il enchaîne les coups, le dessinateur juxtapose plusieurs plans dans une case, où Joe s'entraîne pour montrer qu'il s'entraîne beaucoup. Et pour renforcer cette idée, sur certaines planches, le dessinateur enchaîne les cases et on voit Joe s'entraîner sans s'arrêter. Et ça donne donc l'impression que les coups s'enchaînent et notre lecture s'accélère automatiquement. Et à la fin des pages, on est comme essoufflé par l'intensité et la dureté de l'entraînement et l'intensité qu'il y met dedans. Pour représenter la vitesse d'un coup, le dessinateur utilise les lignes de vitesse, de manière à créer un effet de mouvement. Le dessinateur utilise des lignes de vitesse pour matérialiser un mouvement rapide. Il utilise aussi les onomatopées pour transmettre une émotion forte. Les scènes de combat sont lisibles et compréhensibles, on ne s'y perd pas. Pour montrer le talent de Joe au combat, le dessinateur montre toujours son adversaire en plus petit que Joe
pour matérialiser la mainmise de Joe sur le combat et sur son adversaire. Pour évoquer l'ascendant de Joe sur son adversaire, le dessinateur met à chaque fois Joe dans des positions différentes, pour montrer que Joe malmène de gauche à droite son adversaire. Et aussi pour mettre en avant que son adversaire n'a pas le temps de réagir et que Joe le balade complètement. Mais lorsque le combat s'égalise, car oui, Joe va rencontrer des adversaires à sa taille, et voire même bien meilleurs. Les deux personnages se rendent coup pour coup, ils sont sur le même rythme, il n'y en a pas un représenté plus petit que l'autre, et c'est un véritable miroir entre les deux. Pour montrer l'impact des coups, le dessinateur, contrairement à aujourd'hui, n'utilise pas simplement des lignes de vitesse, mais il noircit les visages avec des traits pour montrer du sang. Et on va pas se mentir, c'est moins réaliste et donc moins gore que dans les mangas actuels, mais c'est cohérent, car dans la préface, le dessinateur évoque qu'il n'aime pas représenter le sang. Mais même si c'est moins gore, ça n'enlève rien à la violence et l'intensité des coups. Je voulais aussi souligner un autre procédé du dessin de Ashita no Joe. Mais je vous préviens, je vais avoir un peu de mal à vous l'expliquer. En fait, le dessinateur aime bien mettre un élément d'une case, par exemple un cou, un visage, dans une autre case. Ce qui donne un peu une case dans une case. C'est assez flou à expliquer, mais je veux montrer par là que c'est pas des procédés communs, même de nos jours en fait. Tetsuya Shiba a complètement innové, voire même révolutionné et inventé certaines techniques et procédés. Ashita no Joe est un manga précurseur et qui est vraiment moderne pour son âge. Toujours lors des combats, le public est très présent. Il montre à quel point un combattant est fort parce qu'ils sont expressifs. On les voit donc choqués ou apeurés à la suite d'un coup. Par conséquent, on ressent la puissance et la force du coup, aussi à travers le public. Tu l'as donc compris, mais le dessin est très expressif. Il est aussi vivant et il arrive à transmettre les émotions des personnages à la perfection. Et même malgré la simplicité de l'esthétique du dessin, et sans redoubler de détails. Au niveau des décors, je suis positivement surprise, car il y en a pas mal, ou alors s'il n'y en a pas, il y a des lignes de vitesse pour accentuer le dynamisme et casser le rythme. Ça permet aussi d'habiller le fond et de ne pas rien avoir. Mais on peut aussi avoir des trames en guise de décor, et elles permettent de transmettre ou d'accentuer une émotion. Elles ont aussi une grande importance dans l'aspect social et politique du manga. Car oui, à travers eux, on devine le milieu social qui est décrit, mais aussi le milieu social des personnages. On voit aussi à travers eux la vision que Shiba et Takamori veulent montrer et ressentent, mais aussi le message politique qui en ressort. Par exemple ici, d'une pauvreté qui s'oppose à la richesse du pays, dans les grandes villes comme Tokyo, qu'on nous montre au tout début. Cela montre que malgré que le Japon d'après Jio se développe énormément, les inégalités se creusent et certains endroits et villages cachés restent dans la pauvreté et ne se développent pas. Et sur l'aspect technique, on peut dire que les décors sont détaillés. Ils mettent aussi bien dans l'ambiance des années 70, comme d'ailleurs les tenues des personnages. Le dessin est très imagé, il est unique à l'œuvre, Shiba gère très bien l'ombrage dans le dessin. Il arrive à donner une réelle texture grâce aux différentes techniques d'ombrage, ce qui rend le tout très agréable. Il y a beaucoup de contrastes dans le dessin, le style graphique de Shiba s'affirme beaucoup avec le temps, il devient de plus en plus bon, on voit que le dessinateur prend une certaine expérience. Lors de l'apprentissage de Joe à la boxe, le découpage des cases est très intéressant. Chaque mouvement, chaque coup que Joe apprend est très détaillé pour montrer la minutie du coup. Les formes des cases ont une grande importance dans la narration. Elles permettent d'accélérer ou de ralentir le rythme ou le temps, mais en même temps, elles dynamisent l'action ou aident à faire passer une émotion. La partie dessin et mise en page est finie. Je vais maintenant m'attacher sur le gros de la vidéo, le scénario et tout ce qui s'en rapporte. Et je sais pas par où commencer tellement il y a de choses à dire. Tout d'abord, on va parler de Joe au premier abord. C'est un héros négatif, il est aux antipodes du héros de shonen classique rempli de vertus, de qualités et de valeurs. Mais ici, on a plus affaire à un jeune on ne peut plus réaliste, avec ses défauts, ses vices, son sale caractère. Mais c'est tout ce qui fait l'identité de l'œuvre, qui se veut réaliste. Dans ce contexte fébrile de Japon d'après-guerre en reconstruction, Joe est une tête brûlée. C'est un jeune tourmenté et anticonformiste. C'est aussi un personnage qui va toujours à l'encontre des règles, pour son intérêt, contrairement au shonen Neketsu, où là le héros va à l'encontre des règles mais dans l'intérêt de ses amis. Ici, Joe refuse de s'abaisser aux adultes de la société ou à toute figure ou forme d'autorité, quelle qu'elle soit. Il représente à lui-même parfaitement les jeunes de cette époque, et avec la forme de rébellion et de refus de la société et de l'autorité, qui était symbolisée par la montée en puissance par exemple du Furio au Japon, ou encore en France avec de nombreux soulèvements au sein des jeunes, avec comme événement mai 68, où la jeunesse a montré ce qu'elle pensait,
et elle est sortie dans les rues pour lutter pour des droits et des idéaux. Elle était aussi opposée à l'État. On est donc dans une époque avec une jeunesse révoltée et qui ose lutter pour des droits. Elle est incomprise par l'État et les adultes entre autres. Et on ressent aussi ça dans Ashita no Joe, où la jeunesse se révolte car les adultes et politiques de la société ne font rien pour eux. Ils se sentent délaissés par la société alors que le monde est encore en pleine reconstruction de la guerre. Et l'heure est aussi bien sûr à la guerre froide. Donc voilà le rapprochement avec mai 68 qui permet de comprendre un peu mieux le climat social et donc les revendications et l'envie de transmettre tout cela à travers Joe et le nombreux autres jeunes personnages de l'œuvre. On peut donc aussi facilement s'identifier à Joe, qui est le reflet du mépris des adultes et de l'État envers les jeunes. Il essaie de paraître fort, mais il est complètement livré à lui-même. Il déambule dans un bidonville, seul, preuve de cela. Et même s'il essaye de paraître fort, on voit qu'il est complètement perdu, triste, et du coup il se rebelle. Ce qui est bien dans Ashita no Joe, c'est que vous n'êtes pas obligé d'aimer la boxe et les mangas de boxe pour apprécier Ashita no Joe. Loin de là. Parce que de 1, la boxe n'est pas l'élément absolument central, où tout tourne autour. Déjà, rien que dans ce premier tome, la boxe n'est vraiment pas l'élément central. Le sport ici, la boxe, est présenté comme un échappatoire de la difficulté de cette vie et des problèmes. Mais c'est aussi une porte de sortie à cette pauvreté et toute cette difficulté. On ne suit pas simplement de la boxe, mais bien l'évolution de Joe sur le plan psychologique. Tout ce qui fait la force du scénario dans Ashita no Joe, c'est dans les émotions et la façon dont les auteurs parviennent à les faire susciter chez le lecteur. Et ça par la force des personnages. Les personnages sont extrêmement intéressants, ils ne sont pas stéréotypés car loin du stéréotype du héros de shonen classique, comme on peut le voir dans Hippo, avec Hippo forcément. Ici, Joe est lui un personnage déprimé, arrogant, il est présenté comme un voyou, mais on a de l'empathie pour ce personnage qui peut sembler détestable, mais pas quand on sait que ses actions viennent en partie du manque d'un foyer stable et présent pour lui. Joe est aussi loin des stéréotypes du héros débile qui colle à la peau de bon nombre de personnages principaux de shonen. Parce que Joe n'est pas stupide, loin de là. Il fait même preuve d'énormément de ruse, de manipulation. Il n'est pas animé seulement de vertu, comme on a l'habitude de le voir, ce qui en fait son réalisme. Mais il en reste pas pour le moins très ambitieux. La façon de penser ainsi que celle de vivre de Joe est très négative sur le monde. Il est très solitaire et a du mal avec les personnes qui l'entourent. Quant à la relation entre Joe et Danpei, elle est très intéressante. Elle varie sans cesse tout au long du tome, mais on voit que malgré leur fierté, ils se complètent et ils se tirent vers le haut mutuellement. Ils ont aussi tous deux une grande importance dans la vie de l'autre. Par exemple, Joe est pour Danpei l'espoir de sa vie et la seule chose qui peut le faire sortir de son alcoolisme et de sa dépression. Et d'un autre côté, Danpei peut s'apparenter pour Joe à sa première figure paternelle. Danpei a un rôle positif dans le manga et dans l'évolution de Joe. Il est donc une réelle figure paternelle qui lui transmet des valeurs et le fait grandir, bien qu'au début, Joe ne soit pas réceptif. Les antagonistes sont mis en avant. En revanche, la vie privée de Joe est très peu expliquée. On ne sait pas qui sont ses parents, son passé, mais je pense qu'on va en apprendre plus dans les prochains tomes. À partir du tournant à la moitié de ce premier tome, Joe me fait énormément penser à Riku, le prisonnier Riku, que ce soit dans sa mentalité, sa façon d'agir et de penser. La comparaison est d'ailleurs plutôt légitime, parce que Joe va être envoyé en prison avec un autre garçon. Et vous allez voir que ce personnage est bien plus intéressant qu'il n'y paraît. Il est même la lueur d'espoir dans cet endroit sinistre. D'ailleurs, j'ai même envie de dire que c'est la meilleure chose qu'il puisse être arrivé à Joe à ce moment. Car ce moment sera un déclic pour lui. La prison lui sera aussi bénéfique, car ça va le faire grandir et évoluer. Car après l'affrontement contre Rikishi, le grand ennemi de Joe, le manga peut enfin réellement commencer. Parce que Joe a un objectif, il est extrêmement déterminé. Parce que ouais, c'est cette confrontation entre ces deux grands ennemis qui a influencé de nombreux grands autres duos, comme Goku et Vegeta, Naruto et Sasuke, Sakuragi et Rukawa, ou encore Rindaman et Boya. Ce manga est un shonen au Japon, mais qui est très mature. Parce que même s'il incorpore avec brio les éléments et les codes du shonen Neketsu, il aborde, à la différence des mangas de sport classiques, des thèmes récurrents de la société à cette époque. Il dénonce la société, le capitalisme très présent, alors que la pauvreté persiste. Le rejet de l'État japonais vis-à-vis de la pauvreté, le mépris aussi des adultes pour les jeunes, etc. Et bien sûr, le fait que Joe soit un personnage différent du héros Neketsu de d'habitude est vraiment intéressant. Ça change de d'habitude et ça apporte une apport différente au manga. Au niveau de la traduction, elle est malheureusement très mauvaise.
Elle n'est pas vraiment moderne et retire de l'authenticité et du réalisme à l'œuvre. Et ça, c'est vraiment dommage. Le début de l'histoire est plutôt classique, mais au fur et à mesure de la lecture, on voit que tout ne se passe finalement pas comme prévu. Parce que ouais, le manga est assez long à commencer, mais à la moitié du tome, il commence réellement à se mettre en place. Et ensuite, l'histoire est super bien construite. Et elle ne va ni trop vite ni trop lentement. Et du côté du schéma narratif, il est plutôt classique. Et malgré que les tomes soient des pavés, ça se lit super rapidement. On voit que l'auteur a vraiment des connaissances dans le domaine de la boxe et qui sont transmises à travers le coach qui arrive à rectifier chaque faux pas de Joe pour perfectionner son art. À travers les combats et l'attachement de Danpei, on ressent l'aspect philosophique de la boxe. Mais malgré tout, Ashita no Joe reste un manga qui sait être humoristique à certains moments. En fait, Ashita no Joe n'est pas le manga le plus original, mais il transmet à la perfection les émotions des personnages. Après, il faut aussi remettre dans le contexte que l'œuvre est sortie en 68, et pour cette époque, c'est vraiment ultra révolutionnaire. L'auteur veut nous montrer à travers Joe que dans la vie, il faut se battre pour réaliser ses objectifs et ses rêves, ou même pour échapper aux difficultés et aux tourments de la vie. En effet, l'auteur nous montre Joe se relever à chaque combat, chaque défaite. Et ça, c'est aussi important dans la vie et dans nos vies. Et cette belle métaphore montre combien il faut se relever à chaque fois et ne jamais abandonner. Pour terminer, tout fan de manga devrait avoir Ashita no Joe dans sa collection. Parce qu'au-delà de l'œuvre, Ashita no Joe, c'est surtout un impact et une influence sur tout et dans le monde entier. Et je n'exagère même pas. Parce que je vais vous parler de quelques faits à propos de Ashita no Joe qui vont vous montrer à quel point cette œuvre est légendaire et qu'elle est clairement à l'origine de tous vos mangas préférés, de près ou de loin. Déjà, le manga a eu tellement de succès et d'impact au Japon qu'il est élevé au rang de légende et possède donc plusieurs statues de Joe à son effigie au Japon. Il y a même eu des funérailles pour la mort d'un personnage emblématique qui ont été organisées au Japon. Je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer qu'il y a quand même eu des funérailles pour un personnage fictif. Tant l'influence et l'impact de ce personnage et de cette œuvre est importante pour tous les Japonais. Mais le fait le plus fou, c'est qu'au Japon, l'armée rouge, qui est un groupe armé d'extrême gauche issu de la nouvelle gauche au Japon, qui a pour idéologie entre autres le marxisme, le communisme, etc., et qui est même considéré comme un groupe terroriste, a détourné un avion et pris des otages en honneur à Ashita no Joe. Un membre du groupe terroriste a même cité « Nous sommes Ashita no Joe ». Après cela, l'impact de Ashita no Joe est tellement grand dans la société que les autorités font pression sur les auteurs pour que le manga se termine le plus rapidement possible. Et le manga est aussi bien sûr devenu un symbole de nombreux mouvements d'extrême gauche. Ce qui est aussi important à souligner, c'est que si l'on demande à quelqu'un dans le monde entier une personne qui évoque la boxe dans la pop culture, on vous citera sans doute Rocky Balboa. Mais au Japon, ça va sûrement être différent, car une personne vous citera sans doute Joe Yabuki, car c'est une œuvre qui a marqué une grande partie des Japonais et même la société japonaise, avec ses 16 millions d'exemplaires vendus dans l'archipel. Mais aussi parce que Ashita no Joe est l'un des piliers du genre Gekiga, mais aussi un précurseur et le manga qui a popularisé le shonen Neketsu dans les mangas de sport et même dans les mangas tout court. D'ailleurs, en revenant à Rocky, Joe est souvent comparé à lui. Carrément en Italie, Ashita no Joe s'appelle Rocky Joe. On va pas se mentir, la ref est cool, mais le nom est éclaté. Mais c'est pas fini, parce que le manga est tellement légendaire et a tellement inspiré les mangas pour les années à venir, que pour lui rendre hommage, d'innombrables références à Ashita no Joe ont pu voir le jour. Ce qui montre que cette œuvre cultissime a marqué chaque dessinateur, chaque auteur de manga, et même chaque lecteur en fait. Ce qui montre l'héritage incroyable et aussi l'influence qu'il a pu laisser sur cet art. Parmi ces nombreuses références, elles qui reviennent le plus sont ce fameux cross-counter que l'on peut voir dans Bleach, Dragon Ball, Senseiya, Captain Tsubasa ou encore Cowboy Bebop, ou encore la fameuse pose de Joe Yabuki qu'on peut retrouver dans Food Wars, Fire Force ou encore dans le jeu vidéo Tekken 3. Mais il y a aussi le personnage de Waika Kanenori dans Détective Conan, qui est une référence à Danpei. Donc oui, Ashita no Joe est un manga plus que légendaire. Et ça fait aucun doute, il a popularisé son média au rang d'art, il a influencé des œuvres des années après sa parution, et même encore aujourd'hui. Oui, Ashita no Joe a propulsé une génération entière d'auteurs, de dessinateurs en tout genre. Ce manga a aussi créé et popularisé les codes des mangas de sport, et même des mangas en général. Ce manga et ses personnages vont vous faire vivre des émotions exceptionnelles, ils vont même peut-être marquer votre vie. Alors s'il vous plaît, ne laissez pas le dessin vous bloquer,
et lisez Ashita no Joe. Alors après avoir lâché un like, allez acheter ce manga. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Dis-moi en commentaire comme d'habitude ce que tu en as pensé et abonne-toi. Oublie pas de me rejoindre sur Twitter, tu peux aussi m'envoyer ta manga deck. Et dis-moi en commentaire si tu as déjà lu Ashita no Joe ou si tu souhaites le lire. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, ciao.